Maintenant, je pense, avant d'y arriver à parler, à parler du système de surveillance, notamment le support d'information, donc je pense qu'on doit vous poser quelques questions. Donc, on ouvre le débat par rapport au système de surveillance, ou bien par rapport du point de surveillance, notamment du point d'entrée. Est-ce que vous avez des questions? Ah, On ouvre. Madame Hamadi. Madame Hamadi, il y a des questions auxquelles Madame Hamadi va répondre. On va répondre ensemble pour que. Je le place. Bien sûr. Bien sûr. Merci, professeur Achol, pour la qualité de votre présentation. Moi, je tiens juste, il y a eu des questions sur le chat, j'ai essayé de répondre, mais voilà, je pense que à travers vos questions, je comprends que l'instruction n'a pas été peut-être partagée ou elle est mal comprise. Parce que quand on pose la question des hôpitaux, des différents hôpitaux de référence, ça sous-entend que vous n'avez pas vu l'instruction parce qu'il y a les 9 hôpitaux de référence qui sont dans l'instruction. Et d'un, de deux, aussi bien professeur, aussi bien le directeur général de la prévention que docteur Leloup a rappelé qu'il y a 10 centres parce que nous avons, comme vous le savez, les premiers hôpitaux de référence qui ont été identifiés, définis lors de l'alerte Ebola, c'était 8 et nous avons rajouté Ouargla et puis Boufarik. Donc là, nous disposons de 10 centres de référence qui vont couvrir le territoire. Maintenant, on dit oui, qui vont couvrir le territoire parce que pour le moment, comme vous le savez, nous avons déjà dit qu'il y a le risque est faible. Et bien sûr, les mesures prises, aussi bien pour la prise en charge non, oui, pour la prise en charge que pour la riposte, c'est qu'on élargit en fonction de la situation, de l'évolution de la situation que nous suivons de près. Il y a aussi des questions sur le transfert des cas. Ça, c'est vrai qu'elle n'existe pas au niveau de la, j'allais dire, au niveau de l'instruction, de la note, mais le transfert, comme vous le savez, quand on identifie des hôpitaux de référence, ça veut dire que le transfert des cas, de tout cas suspect qui doit faire l'objet d'une notification immédiatement et d'un transfert vers l'hôpital de référence. Quand on fait le transport, quand on va orienter vers l'hôpital de référence, on sait très bien qu'on connaît les moyens de transmission. Si on connaît les moyens de transmission, ça veut dire qu'on maîtrise comment transférer la personne. S'il y a des lésions, on couvre on ouvre la bouche, on met un masque et puis on transfère la personne vers ce centre de référence qui doit être isolé sans être alarmant. Parce que, comme vous le savez, le cas suspect, il faut vraiment qu'il réponde à la définition de cas. Quand on ne connaît pas, on peut toujours poser la question à quelqu'un qui maîtrise. Maintenant, je pense c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette journée et je remercie le directeur général de l'INSP pour cette initiative, et qui est notre devoir aussi d'informer et de renforcer les capacités parce que nous n'avons pas vu des cas de variole, même pas la variole humaine. Donc, c'est vraiment très loin et donc on n'a pas d'idée. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde la définition de cas,
Je pense que la définition de cas, il faut se contenter de la définition de cas que nous avons mis dans l'instruction. Professeur Achour, elle a réduit un peu la définition de cas suspect, mais je pense que par rapport à une présentation, c'est normal. Mais là, quand vous allez regarder, d'autres, ils ont mis cas suspect, cas possible, cas probable et cas confirmé. Et nous, nous sommes contentés de la définition des cas de l'OMS. Donc, on est resté là, mais ça peut être évolué, ça peut évaluer. Et parce que, comme vous le savez, la définition de cas dépend aussi du contexte. Pour le cas suspect reste le cas qui a plus des signes, mais qui, bien sûr, qu'on doit éliminer tous les diagnostics différentiels. Et il vient d'être présenté et on les retrouve aussi au niveau de la note. Pour le cas possible qui passe un peu plus, c'est-à-dire il y a les symptômes, mais qui a un risque d'exposition. Ça veut dire, comme elle vient de présenter, les cas, la majorité des cas étaient des homosexuels ou ou des personnes avec des partenaires multiples. Donc, à ce moment-là, on peut les prendre comme des cas possibles et donc, ou cas aussi suspects. À ce moment-là, on le notifie et on le transfère vers l'hôpital de référence. Quand il s'agit du probable, le probable, c'est plus qu'un cas index. Je dirais qu'il a été avec les symptômes, avec un lien épidémiologique, ou il était en contact avec un cas confirmé, ou probable avec des tests qui ne sont pas de confirmation. C'est pas le cas confirmé qui est confirmé. Et dans la note aussi, nous avons les modalités de prélèvement et le transport de ces échantillons. Alors, pour le prélèvement doit se faire au niveau des centres de référence. Donc, il ne doit pas se faire ailleurs. Alors, j'ai une l'autre question qui me semble importante, à laquelle on doit répondre, et je pense qu'il faut, et c'est les leçons tirées de la COVID. Effectivement, ailleurs, on dit que ce ne sont pas tous les cas qui peuvent être hospitalisés, c'est-à-dire qu'on hospitalise normalement les cas à risque de développer des complications. Et ce sont, je rappelle, juste cette population à risque de développer des complications, ce sont les enfants, ce sont les femmes enceintes et les immunodéprimés. Ce sont chez ces personnes-là où il y a un risque de développer des complications. Néanmoins, dans notre cas, on hospitalise tous les cas. Pourquoi? C'est le respect de l'isolement. Parce que quand on ne va pas les hospitaliser, on sait très bien, ça c'est la leçon tirée de la COVID, on dit à la personne, même si on la prélève, on lui demande de rester chez elle et de porter un masque en attendant les résultats, mais malgré ça, on trouve que les personnes sortent, elles ne respectent pas, elle va propager, elle propage la maladie. Donc, je pense qu'il ne faut pas être très alarmant, il faut respecter ce qui se fait. Et il y aura les questions-réponses, on va les partager sur nos sites et à ce moment-là, vous aurez toutes les réponses. Donc, s'il y a d'autres questions, on est là pour y répondre. Je vous remercie. Vous avez dit pour protéger s'il y a un cas suspect. Oui. On peut porter une bavette, on peut leur porter aussi les combinaisons. Tout à fait, tout à fait. En fait, il ne faut pas alarmer. Moi, je suis contre une combinaison. Moi, je suis contre. Pour un transfert sécurisé, pour éviter. Pas sécurisé, puisqu'on prend en considération les modes de transmission. Il n'y a pas de mode de transmission direct. Donc, on adapte les mesures par rapport aux modes de transmission. Pour ne pas alarmer parfois, parce que c'est alarmant de prendre tout ça. Bavette, c'est important puisqu'on connaît très bien, même si faible, et ça nécessite un contact important, on prend des bavettes. Maintenant, voilà, et le patient, mais maintenant, faut faire attention. Alors, par rapport au médecin, au personnel de santé, pour l'examen, il suffit des gants et le masque. Ça se fait large. Tout simplement, parce que d'autant plus que, comme vous le savez,
même y compris jusqu'à présent, la transmission par voie respiratoire n'est pas assez documentée. Donc, elle est vraiment faible, mais néanmoins, la vigilance s'impose, donc il faut porter quand même le masque. Moi, au début, en fait, j'ai parlé sur le raisonnement en épidémiologie. Toutes ces réponses, c'est par rapport à ce raisonnement, par rapport aux données. Moi, j'ai des questions pour docteur. En fait, on pose beaucoup de questions pour le professeur Hachor. Général, parce que il y avait une question sur la disponibilité des tests et la disponibilité des vaccins. Alors, je peux vous rassurer sur les tests. Nous avons les tests pour le moment et nous avons commandé, nous avons exprimé les besoins pour avoir plus de tests pour pouvoir réaliser et même nous allons élargir, donc ça ne sera pas que Pasteur. Pour le moment, il n'y a que Pasteur qui fait le diagnostic. Les modes sont dans la note, mais quant au vaccin, nous avons demandé nous avons fait une requête pour une petite quantité, mais c'est juste à titre préventif, vraiment. C'est juste pour rassurer que nous allons avoir une petite quantité. Et comme vous le savez, le vaccin n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas la vaccination demain, c'est pour des personnes vraiment bien identifiées. À ce moment-là, on aura, Inch'Allah, Inch'Allah, on n'aura pas de cas, mais auquel cas, ils seront pris en charge. En fait, il y a des questions qui sont très importantes pour docteur Hachor, professeur Hachor. Moi, j'aimerais bien les poser. La première question, est-ce que, s'il vous plaît, oui, on va vous donner la parole au professeur Moufak. Donc, j'ai quelques questions qui rentrent dans le cadre, en fait, de cette pathologie. Et puis après, c'est une question hyperposable. La première question, est-ce que le malade, durant la période d'incubation, a la possibilité de transmettre la maladie? Une période d'incubation. Quand on dit incubation, c'est-à-dire c'est une période où il n'y a pas de signes parlants. C'est une période où il n'y a pas de signes parlants. Mais si c'est une personne, c'était pas le cas pour la COVID, par c'était exemple. pas le cas pour la COVID. Et donc, il faut distinguer entre la COVID, on connaît pendant cette période d'incubation, notamment les derniers jours, le malade peut transmettre la maladie. Mais ce n'est pas le cas pour le mpox. Il faut toujours faire attention dans les communautés générales. Quand ils ont un comportement à risque, multiples partenaires. Je ne parle pas de mode de transmission, je parle de la durée d'incubation. Donc, il n'y a pas de risque. Ça, c'est important puisque c'est l'un des paramètres pour qualifier le risque faible. Donc, le malade, en fait, la personne malade ne peut pas transmettre la maladie qu'après le début de symptômes, notamment l'éruption. C'est comme ça, professeur Hachor. Oui, effectivement. C'est important. Et donc, en fait, je voulais poser cette question par rapport à l'intérêt des enquêtes épidémiologiques, notamment le sujet contact. Tout d'abord, pour un système de surveillance, on a cette possibilité de capter le malade, puisqu'il n'y a pas de risque avant cette période d'incubation. Une fois qu'il va développer les symptômes, on a cette possibilité de capter et c'est un bon paramètre pour qualifier le risque. Et donc, le risque, ce n'est pas le même risque enregistré pendant la COVID. C'est important de connaître. Le deuxième point qui est important, la durée de contagiosité. Et la durée de contagiosité dès l'apparition des symptômes et des lésions cutanées. C'est pour cela que nous l'avons redit plusieurs fois. La période de contagiosité, lésions cutanées jusqu'à leur disparition et apparition d'une peau saine, pour qu'on puisse dire il n'y a plus de contagiosité. Donc la durée, elle est quand même plus ou moins. D'où l'intérêt du traitement et de l'isolement du sujet contact. Effectivement. Maintenant, ça c'est important aussi pour le rôle ou la mission des enquêteurs ou du service d'épidémiologie qui doivent faire leur enquête de façon très correcte et essayer d'identifier toute personne, bien sûr, ayant contact avec un cas ou avec un cas malade. La troisième question à poser, quand on a un cas, et puis après, vous avez parlé du traitement. Est-ce que maintenant, vous avez proposé plusieurs traitements? Maintenant, dans notre contexte, généralement,
en fait, la maladie ou bien l'évolution de la maladie est vers la guérison. Donc, il n'y a ni l'hospitalisation, c'est ni juste rien, les sauf, soins. comme elle a bien précisé, docteur Hamadi, et vis-à-vis notre capacité, puisque maintenant on a des services, et pour éviter toute transmission, donc, on hospitalise le malade, Et on isole. on isole, puisqu'on a cette capacité. Et on isole le malade et on isole même les sujets contacts. On a cette capacité. Après, si on voit que l'évolution dans d'autres situations, Dispositions seront prises. voilà. C'est selon l'évolution de l'épidémie que les acquisitions et les dispositions seront Le prises. troisième point qui est important, qui est la définition de la maladie. En fait, la définition, elle n'est pas fixe. Par contre, on peut la changer en fonction des données acquises sur la maladie. Donc, on a cette définition qui est très pratique et ce sera intéressant pour à chaque fois, quand vous définissez un cas suspect ou un cas probable, vous liez la maladie à un foyer, ce qu'on appelle un lien épidémiologique. Il y a tout le lien épidémiologique. Généralement, les cas probables, après, bon, les cas suspects, on va les éliminer. On ne va pas les prendre en charge. On ne va pas les recenser. Par contre, les cas probables et les cas certains, les cas confirmés, vont constituer en fait notre série. Ou bien ils vont être recensés. Ça, c'est important de les connaître. La dernière question, et d'ailleurs, elle a été posée, quand on voit notre situation en Algérie. On voit tous ces paramètres. On doit distinguer par rapport à la COVID, puisqu'il y a beaucoup de personnes, ils ont parlé de la maladie, le confinement, alors que ce n'était pas le cas de comparer une pathologie comme la COVID et le Mpox. Le Mpox, c'est une maladie connue. C'est une maladie, on connaît les caractéristiques de l'agent. Et on connaît même, en fait, les produits utilisés, par exemple, à l'intérieur de l'hôpital. Nous, pour éviter l'infection nosocomiale, on utilise l'acide parasitique. L'acide parasitique est efficace contre la maladie. Donc, pour dire comme quoi qu'on connaît la maladie, on connaît le mode de transmission. La COVID, ce n'était pas le cas, ça nous On connaît le traitement, on connaît le traitement. Et notre objectif, en fait, c'est pas avoir cette immunité collective, mais protéger cette population à risque. Et donc, c'est pas le même contexte du tout. Et donc, on doit arrêter, nous, en tant que spécialistes, de comparer la maladie Mpox comme à la COVID. C'est deux choses différentes, c'est deux contextes différents. Maintenant, je reviens, docteur Lello. Vous avez parlé sur la surveillance des points d'entrée. Sur le plan pratique, moi, je suis un agent et je travaille au niveau de ce centre-là. Quelle est ma mission exacte? Comment je dois réagir? Comment je dois exercer mon travail quotidien? C'était un peu décrit dans le dispositif. Moi, je pense qu'il faut parler pratiquement. Qu'est-ce que je dois faire? Effectivement. D'autant que Un je agent. suis le premier en contact avec le voyageur. Effectivement. Ben oui, l'agent ou le personnel médical au niveau premier plan. au premier plan, il reçoit les voyageurs, surtout des pays. Il y a beaucoup de voyageurs. Donc, il faut définir déjà pourquoi l'évaluation du risque local est importante. Donc, on demande de se mettre quand même à chaque fois de faire une petite évaluation locale par rapport aux points d'entrée qui sont dans la région, soit terrestres ou aériens. En général, c'est où il y a les plus de risques. Du coup, le personnel médical, déjà, comme il est protégé via ces pays, il reçoit les voyageurs, il y a la caméra thermique. Et notamment les voyageurs qui proviennent en fait des zones à risque. Les zones à C'est risque. important. Voilà. Je vous tiens à vous informer que nous avons surtout c'est l'aéroport d'Alger et l'aéroport de Hassim El Saoud qui est des places de transit de beaucoup d'étrangers et surtout des zones à risque d'Afrique. Voilà. Du coup, il y a la caméra. Ça, par rapport à l'aérien. C'est clair. Le risque est élevé aussi. Donc, la caméra thermique, l'observation visuelle, c'est ce qu'on appelle au RSI, c'est la consultation par observation
Donc, s'il voit des signes, vous l'avez bien dit, professeur Aracho, par rapport aux signes cliniques dermatologiques ou autres, fièvre, donc là, il enchemine le malade, enfin le voyageur, le cas suspect, vers l'isolement, une salle d'isolement Qui existe qui sur existe au niveau du point d'entrée. Très bien. Très bien. Oui, elle est déjà avec Donc, le ils sont partenaire dotés, il y a tout. doté. Très Oui, bien. nous avons bien instruit le ministère de l'Intérieur, donc la Très bien. DGSN la PAF sur place. Il y a et le ministère de Transport, il y a un local d'isolement. Et après, il y aura l'évacuation vers l'hôpital de référence. Seulement les hôpitaux de référence qui peuvent recevoir ces voyageurs à risque, voilà, ou suspects. Est-ce qu'on va prendre que le cas malade, infecté, ou bien le sujet contact, qu'ils étaient en contact avec le malade? Là, c'est quand il est en isolement, on a un formulaire, un questionnaire, Très bien. voilà, qui est destiné aux voyageurs. Là, ils disent, voilà, je suis en compagnie avec tel voyageur, j'étais en contact en escale avec voilà, les voyageurs. On définit même, parce que les personnels qui exercent au niveau du point d'entrée, ils savent ces procédures, c'est de routine chez eux par rapport à H1N1 au Covid, même sa place au niveau de l'avion. Donc là, pareil, est-ce qu'en général, on met 5, par exemple, la Covid, on a défini les 5 premiers, ils sont à risque. Kamel, c'est des personnes en contact. Donc, lui, En fait, c'est pas le cas pour là. c'est pas le cas, effectivement. J'ai posé la question. C'est pas le cas pour comme la COVID. Comme la Covid. Puisque même pour la voie aérienne, il faut avoir un contact prolongé, des gouttelettes. Voilà. Effectivement. Donc, vous avez bien pensé à cette question pour pouvoir mettre une procédure précise par rapport au cas contact. Ça, c'est important. On n'avait pas pensé, donc je vais essayer de diffuser une Maintenant, autre. un point important. Est-ce que celui qui est responsable de cette surveillance peut divulguer et faire de la sensibilisation envers cette population voyageuse? Voyageurs, oui. Ça, c'est important, car par exemple, il y avait une question, je viens de lire une question par rapport aux personnes. Je suis en train de reprendre les questions. Oui, par rapport aux entreprises, les secteurs qui vont aux zones à risque. Toujours, au jour d'aujourd'hui, malgré c'est une urgence de santé publique depuis le 14 août 2024, mais il n'y a pas une restriction de voyage aux voyageurs vers les pays à risque ou via les pays à risque. Et le grand exemple, c'est le match de CRB au niveau du Congo. Là, on sensibilise les joueurs et les supporters. Donc, nous avons parlé sur les procédures au niveau des points d'entrée en matière de sensibilisation. On est censé sensibiliser les voyageurs, voire le personnel exerçant au niveau des points d'entrée et y compris les entreprises, parce que j'ai vu une question concernant les entreprises et les diplomates qui vont vers ces pays à risque. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de restriction vers ou via ces pays à risque. Du coup, on les sensibilise, on fait voire des petites séances de sensibilisation et d'information. On a collaboré avec le ministère de Transport au niveau aérien et maritime pour diffuser des affiches et diffuser aussi des affichettes. Si vous vous rappelez, ça se fait durant la Covid pour contenir les informations des voyageurs. Je tiens à demander la parole au docteur Abdelrif pour donner un peu un aperçu au sommet de maritime. OK. S'il vous plaît, on vous remercie. Désolé pour cette coupure. Donc, sans tarder, on va voir si c'est important, puisque quand on a un cas, on a transmis un questionnaire. Ce questionnaire est composé de plusieurs variables. Et ces variables-là vont nous permettre, bien sûr, d'exploiter les données, faire un bon rapport et faire une synthèse pour le suivi des malades. Et puis après, on aura une série, s'il y a bien sûr la maladie pour le moment, il n'y a rien, pour qu'on puisse, en fait, à travers cette série, élaborer des recommandations adaptées à notre situation. Et donc, le questionnaire, donc, c'est très, ou bien un questionnaire après la notification d'un cas est très important. Et donc, il est important aussi de connaître comment, renseigner ou bien documenter ce questionnaire. Et donc, cette présentation va être présentée par
دكتور تشكون épidémiologiste au sein de l'INSP. Donc مرحبا بك دكتور تشكون.